Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différences entre la Peugeot 208 thermique et la Peugeot i208, que ce soit en termes d'agrément de conduite, de confort, de praticité, etc. Pour cela, nous avons devant nous une Peugeot 208 thermique qui appartient à Florent. Bonjour Florent. Bonjour Max, bonjour tout le monde. Et nous avons également une Peugeot i208 qui nous a été mise à disposition par la concession Peugeot Grand Est de Strasbourg. Ensemble, nous allons répondre à la question: est-ce qu'une Peugeot 208 électrique peut répondre aux besoins d'un conducteur de 208 thermique? Alors Florent, première question, pourquoi as-tu choisi cette voiture? Alors c'était pas vraiment un choix de ma part, il s'agit d'un véhicule de fonction que j'ai eu dans le cadre de mon emploi. J'étais auparavant sur un véhicule Peugeot aussi un petit peu plus grand qui était le Peugeot 2008 et récemment on a changé de flotte automobile et je suis passé sur donc la 208 au mois de mars. Si tu avais pu choisir la version de la voiture plus en détail, est-ce que tu aurais choisi la version électrique? J'aurais très certainement regardé cette version électrique plus en détail, effectivement, étant donné que c'est dans l'air du temps. Maintenant, malheureusement, le choix ne s'est pas posé à moi, donc c'était cette version-là. Ça fait combien de temps que tu as cette Peugeot 208? J'ai cette Peugeot 208 depuis le mois de mars, et pour tout te dire, je l'ai pas mal étraîné parce que j'en suis déjà à 12 000 km. Ah oui. J'ai un petit peu parcouru du chemin avec, ouais. Et pourquoi ça? Besoin ou Dans le pur cadre plaisir? de mes fonctions, et puis entre-temps, il y a eu les vacances d'été, un petit week-end dans les Vosges, des vacances en Bretagne, et donc du coup, ça a vite chiffré. Est-ce que tu as des reproches à faire à la finition thermique de la Peugeot 208 pour le moment? Alors des reproches, non. Maintenant, il s'agit d'une petite voiture citadine, donc pour un usage citadin, ça correspond très très bien. Après, au-delà de cet usage-là, ça va être de la précision dans la conduite, ça va être des questions aussi de stabilité par rapport au gabarit, mais sinon, au-delà de ça, j'ai pas vraiment de reproches à faire, si ce n'est la consommation évidemment, mais ça sera toujours trop. Surtout par les temps qui courent. C'est ça. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de conduire une voiture électrique? Alors non, pas du tout. J'ai jamais conduit de véhicule électrique, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai des amis autour de moi qui en sont possesseurs. Est-ce que ce serait possible pour toi d'envisager ta prochaine voiture comme une voiture électrique? Alors oui, tout à fait, c'est possible. Étant donné que je suis père de famille, c'est vrai que là maintenant je me retrouve avec une voiture plutôt citadine. Je pense qu'à l'avenir, je vais me pencher sérieusement sur les véhicules électriques. Il y a des modèles très très intéressants, j'ai l'impression. Donc oui, c'est quelque chose que je pourrais facilement envisager. Ouais. Bah écoute, ce que je te propose maintenant de faire, c'est un petit tour de la voiture pour qu'on regarde un peu les différences qu'il y a avec la tienne. Allez. On va un petit peu jouer au jeu des 7 différences et on va essayer de voir les différences qu'il y a donc entre la version 208 thermique et la i208. Alors, est-ce que tu en vois déjà quelques-unes? Alors, je suppose que ça, c'est plutôt une question d'option, mais je vois au niveau de l'éclairage. Oui. J'ai l'impression que ça, c'est full LED apparemment, et ça, c'est juste LED. Alors c'est effectivement une différence de finition, c'est la GT. Donc après, comme différence, ce que je vais voir aussi, c'est le petit i qu'on a là sur le côté qui me montre bien que c'est un véhicule électrique du coup. Je vois que la trappe, c'est la même que ma trappe à essence. Exactement. Donc c'est pas une différence, mais c'est exactement la même trappe. Oui, mais ce que tu vas trouver à l'intérieur va sûrement différer un peu. Ah bah, c'est certain que je vais pas pouvoir venir avec le petit pistolet là. Non. C'est les uniques différences vues de l'extérieur en tout cas. Alors pour moi, il en reste une encore importante. Mmh. On est peut-être passé dessus un petit peu rapidement. Si on va à l'arrière du véhicule, normalement... Ah, effectivement. Au bas du véhicule. Tout à fait. J'ai une petite sortie de gaz que tu n'as pas. Exactement. C'est vrai. On est passé un peu rapidement, mais c'est vrai que moi j'ai pas j'ai ce tuyau là que tu n'as pas. Qu'on n'a pas, effectivement, on n'a pas de sortie d'échappement. Et il y a aussi ici le i de i208 qui apparaît ici. Tout à fait. Avant de passer à l'intérieur, on va juste passer par le coffre. Et ici, on a donc une mallette. Une mallette, exactement, dans laquelle on va retrouver les câbles de recharge. Et quelle est la pratique en fait? C'est de garder les câbles dans le coffre en itinérance ou de les installer chez soi? Ça va dépendre de tes besoins. Okay. Donc ici, on a une prise type normale, classique, ouais. Que tu peux brancher dans n'importe quel mur de chez toi. Et ici, il y a du coup un autre embout, qui est donc l'embout qui va se brancher dans la voiture. D'accord. Et donc maintenant, grâce à ce câble, tu vas pouvoir, n'importe où, chez toi, recharger ta voiture. D'accord. Alors malheureusement, avec ce type de prise, tu vas pas pouvoir recharger très vite. Si tu veux pouvoir recharger ta voiture plus vite, il va falloir installer une borne de recharge que tu peux installer chez toi, qui pourra monter jusqu'à 11 kW de vitesse de recharge. À une vitesse de 11 kW, tu peux recharger la batterie, si elle était à 0, en 5 heures. D'accord. À domicile, avec une installation. Autrement, avec ça, tu vas plutôt atteindre du 2-3 kW, ce qui va du coup prendre plutôt 15 heures. 15 heures. Voilà. L'objectif, c'est de récupérer au minimum ce que tu vas devoir rouler le lendemain. Si tu fais un itinéraire quotidien pour aller sur ton lieu de travail, tu peux soit maintenant la recharger tous les soirs en rentrant, si tu as besoin de rouler beaucoup, mais si tu fais des plus petits trajets, tu peux la recharger une fois par semaine, une nuit, et récupérer ce dont tu as besoin. D'accord. Ça, c'est à domicile. Et sur les bornes de recharge rapide, tu es en 100 kW
Donc, tu fais un plein en une demi-heure si elle était à 0%. D'accord. Très bien, donc on a fait le tour de l'extérieur de la voiture. Je te propose maintenant d'aller faire un tour à l'intérieur. Avec grand plaisir. Nous voilà à l'intérieur de la voiture. Est-ce qu'il y a des choses qui te sautent aux yeux, qui sont différentes de la tienne? Alors, en dehors de la finition, là, ce que je remarque tout de suite, c'est au niveau des écrans. Je vois que ici, c'est un petit peu différent. En termes d'autonomie, je vois une batterie, je vois l'autonomie. Et puis ici, je vois mon véhicule avec des batteries en dessous. Donc, c'est les premières choses qui me sautent aux yeux. La deuxième chose qui me saute aux yeux, c'est le fait de ne pas avoir de levier de vitesse. À la place, j'ai tout un petit mécanisme là qui me fait penser plutôt au véhicule automatique. Donc ça, c'est les premières choses que je constate. Alors, on va commencer par le sélecteur de vitesse. Donc, tu m'as dit que tu as déjà conduit des automatiques. Tout à fait. Ça ne t'est pas totalement non, inconnu. Non. Donc, tu as le P ici qui est le parking. Tu as R pour marche arrière, N pour le neutre et D pour drive, donc pour avancer. Il y a sur cette voiture le mode B qui est ici, que tu peux activer ou non, qui est en fait lié celui-là spécifiquement à la voiture électrique, et c'est le frein régénératif. Quand tu vas relâcher la pédale d'accélérateur, la voiture va freiner toute seule sur le principe d'un frein moteur un peu, pour faire un lien avec le thermique. Et grâce à ça, la voiture va récupérer un peu d'électricité. Ici, tu as l'affichage. À gauche, tu as les kilomètres d'autonomie. Voilà, c'est comme la jauge à essence. Et à droite, tu as un autre compteur un peu spécifique à l'électrique avec Charge, Eco et Power. Quand tu es dans le jaune, Charge, ça veut dire que tu utilises le frein régénératif et que tu récupères de l'électricité. Quand tu es en Eco, ça veut dire que tu en consommes un petit peu, quelque chose de raisonnable. Et quand tu es dans Power, c'est quand tu es, par exemple, dans une grosse accélération ou que tu vas rouler peut-être sur autoroute. C'est un peu comme le compte-tour quelque part. Pour savoir un petit peu la sollicitation de la batterie pendant le trajet. Voilà, la sollicitation de la batterie et ou consommation du moteur. D'accord. Voilà, donc c'est à peu près toutes les spécificités. Je pense que le reste, tout ce qui est réglage ici et tout, on rejoint ce que tu as dans ta voiture. Exactement. Le mode que tu n'as sûrement pas, c'est celui-là, qui est tout à droite, dans lequel je me trouve. Et sur celui-là, en fait, tu vas avoir à peu près les mêmes informations qu'ici, sur le compteur de droite. Donc tu vas avoir ici une animation, quand tu consommes de l'énergie ou quand tu en récupères. Ici, tu as les statistiques de consommation. Donc tu vois combien tu as consommé en kilowattheure au 100. Donc je t'ai expliqué que ta batterie dans la voiture, elle a une donnée en kilowattheure, donc celle-là 50 kilowattheures. C'est comme un réservoir de 50 litres, par exemple. Et donc, tu vas voir combien tu vas consommer. Et ici, tu as charge, qui te permet de paramétrer en fait un horaire de charge différé. Par exemple, chez toi, si tu veux recharger à des horaires précises, type 23 heures, si tu as un forfait heure pleine, heure creuse, qui peut être intéressant pour quelqu'un qui roule en électrique. Ok. Bah écoute, on a vu un peu tout ce qu'il y avait à voir sur la présentation du véhicule et les différentes informations. Et maintenant, on va un petit peu conduire, on va tester ça. Alors, tu as déjà conduit des automatiques, mais ta Peugeot 208, c'est une boîte manuelle. Tout à fait. D'accord. Ça va peut-être t'apporter un autre agrément de conduite. Et ben là, j'ai tout de suite la différence, c'est-à-dire que quand tu m'as demandé de démarrer la voiture, j'avais même pas remarqué que le véhicule était démarré. Il n'y a eu aucun bruit. Et là, maintenant, en faisant ces premiers mètres, c'est vrai que la première chose qui me frappe, c'est le fait qu'il n'y ait pas un seul bruit dans l'habitacle, que ce soit silencieux. Par contre, maintenant que tu me l'as dit, je ressens cet effet de décélération, je ressens qu'il y a quelque chose qui retient un petit peu la voiture. Quand la voiture décélère. Ah, c'est intéressant parce que le mode B n'est pas encore activé. Ah. De base, je pense qu'il n'y a pas une roue libre comme sur une voiture thermique. Je te laisse appuyer sur le mode B. Voilà. Et effectivement, là, Ah ouais. Voilà. Ah oui, d'accord. Là, on parle de ça. Donc ici, comme je te le disais, sur l'écran présent ici, mais aussi sur la droite, tu vas avoir donc une indication de consommation. Si tu lâches la pédale, ça devient vert et ça montre que ça renvoie de l'énergie dans la batterie. Et là, ça montre que ça consomme, que tu es en train de tirer de l'énergie de la batterie pour alimenter le moteur et donc avancer. Je trouve que c'est vraiment très bien fait parce que ça permet vraiment de jauger sa consommation instantanément. Aujourd'hui, on sait que la consommation des véhicules, c'est un sujet qui est très très important. Donc le fait de pouvoir gérer instantanément comme ça sa consommation, c'est vrai que c'est bien fait. Quelles sont pour toi les différences qui te sautent aux yeux par rapport à ta voiture? Alors, les différences en termes d'agrément de conduite, c'est flagrant. C'est cette puissance qui est mise à disposition instantanément. La deuxième différence, c'est en termes d'agrément de conduite, c'est ce silence et cette linéarité qu'on va retrouver dans le véhicule. Donc ça,
C'est vraiment quelque chose de très très appréciable que je ne connaissais pas en voiture et que j'apprécie énormément. Mais sinon, par contre, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est qu'il n'y a aucune autre différence par rapport à un véhicule thermique. On garde les mêmes agréments, que ce soit les options, que ce soit l'habitabilité. Tout ce que j'avais dans mon véhicule thermique, c'est exactement la même chose. Mais par contre, je vais avoir d'autres conditions de conduite qui sont vraiment très agréables. Et est-ce que toi, tu préférerais avoir ces conditions au quotidien? Je pense que très honnêtement, entre conduire un véhicule thermique et conduire un véhicule électrique, le véhicule électrique est beaucoup plus zen. Moi, j'ai cette impression-là que être dans les bouchons, par exemple, avec son véhicule électrique, c'est plus agréable. Faire de la route avec son véhicule électrique, ça m'a l'air plus confortable, plus agréable. Donc, ah oui, complètement, je me verrais totalement dans un véhicule électrique. Je te propose de passer peut-être un petit peu, parce que là, tu roules en mode sport depuis un petit moment, de passer peut-être un peu en mode éco. Ouais. Pour découvrir un peu aussi, peut-être une conduite un petit peu plus douce, un peu moins performante, mais plus efficiente et qui correspond plus à, on va dire, l'état d'esprit de la voiture électrique. En fonction des modes de conduite que tu choisis, l'autonomie qui s'affiche va aussi changer. Tu vois, avant, on était autour des 320, je crois, en sport. Là, on est à 352 km d'autonomie en mode éco. Donc, voilà, en fonction du mode, tu vas aussi avoir plus d'autonomie. Est-ce que pour toi, la version électrique, elle corrige les problèmes que tu rencontrais avec ta 208 thermique? Là, c'est sûr que tu touches un point qui est important. Ça va totalement corriger le problème qui est la consommation du véhicule thermique. Moi, j'ai un véhicule essence qui va consommer entre 6,5 litres sur autoroute et 7,5 litres en ville. Donc, vu le prix de l'essence actuellement, le plus gros problème, je dirais, c'est surtout la consommation et le prix payé à la pompe. Du coup, on va peut-être pouvoir passer à un des points qui généralement va poser problème aux gens quand il s'agit de passer à un véhicule électrique. Et ça va généralement pas être l'agrément de conduite, qui généralement plaît très vite. C'est plus l'autonomie et la recharge. Concernant l'autonomie, la voiture, là, elle affiche 350 km. En fonction des voitures, ça va des fois être assez optimiste et des fois assez pessimiste. En pratiquant la voiture, on s'en rend compte. Et en fonction du type de route qu'on va prendre, que ce soit faire 400 km de ville ou 400 km d'autoroute, la consommation va pas être la même. Et donc l'autonomie ne sera pas non plus la même. Sur autoroute, par exemple, cette voiture, elle va plutôt être capable de faire 200-250 km maximum. D'accord. Alors que en ville, en chemin de campagne, comme on fait là maintenant, elle pourra facilement faire 300-350. Alors ça m'interpelle quand même parce que 200 km, bien que je ne sois pas tous les jours sur l'autoroute et que j'ai pas forcément besoin tous les jours de faire 200 km, ça me paraît quand même peu. C'est un peu encore actuellement le problème des voitures électriques qui ont une petite batterie. Ça va être difficile de faire plus parce que généralement, quand on roule avec une voiture électrique, on va dire avec celle-là, on va consommer, je pense, autour de 18-20 kWh au 100 sur une batterie de 50. En 200 km, on arrive dans les derniers pourcents de la batterie et par sécurité, comme il n'y a pas des bornes non plus toujours. Ça, c'était une question que j'allais te poser aussi, Max. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on voit que la jauge à essence commence à arriver en bout de course, on a toujours une station-service dans les environs. Par contre, c'est vrai que quand on commence à voir la jauge électrique qui arrive en bout de course et qu'on est sur l'autoroute ou autre, des fois, ça peut peut-être être un peu problématique, non? Exactement. Et c'est pour ça qu'il existe des applications, ABRP ou ChargeMap, qui sont des applications qui ont des planificateurs pour voitures électriques. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre ton itinéraire et l'application va calculer un itinéraire en connaissant ta voiture, en connaissant l'autonomie avec laquelle tu pars et il va te dire où est-ce que tu vas devoir recharger, quand, combien de temps, jusqu'à combien de batterie pour finir ton trip en toute sécurité. D'accord. Et aussi, le temps de recharge n'est pas le même que pour faire le plein d'une voiture thermique. Voilà. Une voiture thermique, on arrive, 2 minutes avec le pistolet, on paye et on repart. Sur une voiture électrique, on est un peu plus dans l'anticipation et quand on recharge sur des bornes de recharge rapide, on va plutôt y passer 20 minutes, une demi-heure. Sauf que là où la voiture électrique est très intéressante, c'est qu'elle peut se recharger chez soi. Notamment la nuit, quand on rentre, quand on dort, et récupérer l'électricité comme ça. Et c'est là aussi que le tarif est le plus intéressant. Donc comme on l'a vu, tu as un câble qui te permet de recharger dans le coffre, tu vas pouvoir te brancher sur une prise normale. Tu peux aussi installer chez toi des bornes de recharge ou des prises renforcées pour pouvoir recharger plus vite. Sur cette voiture de série, tu as un chargeur 7 kW. En fonction de tes besoins, tu peux recharger plus ou moins vite à ton domicile. Sachant qu'une borne de recharge, généralement, ça va être autour des
1000 €. Voilà, t'en trouves moins cher et d'autres plus chers. C'est un investissement à faire. Si on veut parler un peu de chiffres, donc là, notre consommation sur notre trajet depuis qu'on est parti, elle est de 15 kWh au 100. Si on fait un calcul au prix du kilowattheure actuel, si on fait vraiment un calcul, si on prend vraiment un chiffre global, même un peu élevé par rapport à ce que ça coûte actuellement, on va prendre 20 centimes et qu'on multiplie donc 20 centimes fois 14,9, on est à peu près 3 € pour 100 km. En termes de consommation, si on se recharge à domicile. Après, il y a des tarifs préférentiels si on recharge en heure creuse. Et comme dit, c'est un chiffre un peu élevé, on est peut-être plutôt autour de 2,50 €. Alors que si tu es sur une voiture thermique, il va consommer 6,5 litres au 100 km. Tu vas faire quasi x2 actuellement. Donc, on va être proche des 13 €. 13 €. C'est un 4 calcul fois à faire. plus. Voilà, c'est 4 fois plus cher. Après, ça, c'est les chiffres actuellement. Ça peut être amené à changer plus ou moins vite dans les deux sens. L'essence peut encore continuer d'augmenter et pareil, l'électricité aussi. Mais ça donne un peu un ordre d'idée pour le même trajet parcouru et pour un véhicule qui est quelque part tout aussi confortable, voire plus, qui propose des performances tout à fait correctes et d'avoir une consommation extrêmement faible. J'étais loin de m'imaginer que ces 15 kWh représentaient 3 € au 100 km. Mais maintenant que tu me dis ça, c'est vraiment étonnant. De pouvoir parcourir aujourd'hui 100 km pour seulement 3 €. C'est, je dirais, un prix qui défie toute concurrence. Là, on a parlé de la recharge à domicile, du coût de la recharge à domicile. Par contre, maintenant, quand on va se recharger généralement sur autoroute ou sur des bornes mises à disposition par EDF, par Ionity, généralement, le prix va être moins intéressant. Donc maintenant, généralement, quand on va partir en vacances et qu'on va devoir se recharger sur des bornes de recharge rapide, on va payer le kilowattheure quelque chose plus comme 70 centimes. Donc on est presque 4 fois plus cher, donc on rejoint presque le prix de la voiture thermique. De la voiture thermique. Sauf que ce genre de bornes sont à utiliser dans des besoins de déplacement en vacances, par exemple, qui sont qui arrivent rarement, normalement. C'est une information à savoir, pas qu'on arrive sur une borne Ionity en se disant ça va rien coûter et que finalement on paye quasiment le même prix qu'un plein à la pompe à essence. Après, là où on va généralement pouvoir un petit peu aussi voir une petite bête noire niveau argent sur la voiture électrique, c'est au niveau du prix de la voiture électrique qui est généralement plus élevé que pour un équivalent thermique. Par exemple, entre cette Peugeot i208 et une Peugeot 208 équivalente, on est à peu près à 10 000 € d'écart. Mais ça, c'est sans prendre en compte déjà les aides de l'État actuelles qui sont de 6 000 €. Donc la différence n'est plus de 10 000 mais de 4 000. Et ces 4 000, ils vont être généralement rentabilisés sur le long terme avec le prix de la consommation en fait. Tout à fait. Qui est bien moins cher en électrique. Voilà, donc on a parlé des deux points un petit peu compliqués. Qu'est-ce que tu en penses maintenant, après avoir entendu ces chiffres? Est-ce que ça te refroidit un peu vis-à-vis d'électrique? Est-ce que tu te dis que ce serait quand même envisageable? Ça me refroidit pas du tout au niveau de l'électrique. Je me dis tout à fait que c'est envisageable, étant donné que l'utilisation de mon véhicule, c'est une utilisation plutôt urbaine, périurbaine. Donc je suis pas non plus amené à me déplacer de 300 ou 500 km quotidiennement. C'est plutôt des trajets de chez moi au travail ou du travail vers chez des clients. Donc c'est des trajets qui sont assez courts. Donc je pense que ça serait un véhicule qui correspondrait à mon usage quotidien. Maintenant, pour partir en vacances ou partir un petit peu plus loin, ça me pose toujours question. Mais j'ai l'impression que ces questions-là sont en passe d'être solutionnées, qu'il y a de plus en plus de bornes de recharge sur les aires de repos, qu'il existe de plus en plus d'applications maintenant pour pouvoir planifier ces itinéraires. Et puis au final, des longs trajets tels que je l'entends pour les congés ou autres, ça arrive une fois, 2 fois dans l'année. Donc c'est pas non plus quelque chose de problématique. Mais non, un véhicule électrique, c'est quelque chose qui correspondrait totalement à mon usage et je pense à l'usage de la majorité des personnes qui utilisent leur voiture pour aller au boulot la journée. Nous voilà arrivés à notre point de départ et c'est le moment de conclure cette vidéo. Donc, déjà, Florent, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience? J'ai pensé que c'était une très bonne expérience. C'était enrichissant et instructif. J'ai appris beaucoup de choses sur les véhicules électriques que je ne connaissais pas. J'ai trouvé les informations très très intéressantes, surprenantes des fois. Et en tout état de cause, ça m'a vraiment motivé à pousser plus loin ma recherche vers un véhicule électrique. Tu m'as convaincu, Max. Alors, ce n'était pas l'objectif de te convaincre, l'objectif était de te la faire découvrir. Mais je suis ravi que l'électrique t'ait plu et que ça ait répondu à tes attentes.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre pour ne manquer aucune prochaine vidéo et à laisser un pouce en l'air. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Automobile Propre. Salut! Salut!